Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. Ravi de vous retrouver. Au programme ce soir, nous parlerons cyclisme avec la team Total Energy, mais également football et handball. 85 Chrono, c'est parti. Et pour débuter cette émission, on reviendra sur le match des Herbiers contre Saint-Malo, c'était en National 2. Ensuite, nous avons la chance de recevoir ce soir sur notre plateau Jean-René Bernaudot et Stéphane Helot, le président et le manager général du team Total Energy. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir. Et puis à ma droite, Simon, que nous retrouvons, notre expert cyclisme, notre Bonsoir, expert Paul. vélo. Vous avez pu voir ce matin dans la matinale. T'es partout en ce moment. Toujours debout. toujours debout. Et puis on ouvrira un gros chapitre handball avec le retour de La Roche à domicile et Pouzauges qui continue sur sa belle dynamique. Et puis enfin un tour d'horizon, des classements et de tous les résultats de nos équipes vendéennes ce week-end. Messieurs, je vous propose qu'on parle un petit peu de football. On parlera ensuite de cyclisme. Les Herbiers qui retrouvaient son stade, le stade Massabielle, après un mois et demi sans jouer à domicile pour accueillir l'US Saint-Malo dans un match en retard de la 17e journée. Les Arbretais qui sont diminués par plusieurs absences de joueurs cadres. Et puis dès le début du match, on joue la 6e minute. Les visiteurs qui ouvrent le score par la tête de Junior Burban. 1-0 pour Saint-Malo. Les Malouins qui imposent leur rythme. Alexis Ebrard qui se procure deux nouvelles occasions dans la foulée. Les Arbretais qui vont réagir, mais timidement. 22e minute, coup franc de Sonny Butro, repoussé. Et c'est Noah Adekalom qui tente sa chance ensuite. Une minute plus tard, toujours lui qui centre pour Yanis Le Tarbes et le gardien intervient. Et puis enfin, c'est Jérémy Brélivier qui tente sa chante d'une frappe puissante qui est déviée. Juste avant la pause, toujours lui, Noah Adekalom qui trouve Alexandre Vincent, mais le ballon est contré. Et le score à la mi-temps reste inchangé, 1-0 en faveur des Bretons. Et puis vous le voyez, au retour des vestiaires, penalty obtenu, et puis il est repoussé par le gardien malouin Gabin Ollière. C'est Jérémy Billy qui le tirait. Toujours 1-0 pour les visiteurs. Les Arbretais qui poussent, mais la plus grosse occasion, c'est celle-ci, côté visiteur, côté malouin. Et puis cet énorme arrêt de Bastien Remp. On joue les toutes dernières minutes du match, 90e minute, dernière tête qui passe à côté pour les Rouges et Noirs. Et donc coup de sifflet final, première défaite à domicile de la saison, 1-0 pour les Herbiers en faveur, donc vous l'avez vu, de Saint-Malo, qui enchaîne donc un 4e revers consécutif. On va écouter tout de suite les réactions au micro de Thibaut Grasset. On savait qu'ils allaient mettre de l'intensité dans les 20 premières minutes. On était prévenus, on le savait, on n'a pas été capable de réagir à ça. Et oui, après, effectivement, dans les changements, c'est difficile. Quand vous avez 7 joueurs absents, c'est effectivement difficile de trouver les solutions. C'est une passe difficile en termes de résultats, en termes d'effectifs, mais il faut faire face. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dans ces moments-là où on doit voir la réelle vérité de l'équipe, parce que c'est un groupe qui s'entend très bien, et c'est par ces moments-là qu'il va falloir que justement ce groupe agisse et qu'on retravaille très vite pour bien préparer le prochain match. Ils arrivent à ouvrir le score rapidement et derrière il faut courir après ce score-là qui est difficile contre une équipe solide de N2 qui d'un moment devrait être là-haut et qui au final se retrouve à être au milieu de classement avec nous, mais sur un match de N2 comme ça, on voit que la différence est faite dans l'engagement et ils ont été meilleurs que nous en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a réussi à reprendre un peu le dessus, on a ce péno qui peut nous faire revenir dedans, que malheureusement on n'arrive pas à transformer, mais on a 2-3 situations et puis on n'arrive pas à concrétiser et voilà, et du coup on paye notre erreur de début de match cash. À l'extérieur, on n'est pas performant, mais à chaque fois qu'on a mis le premier but, c'est les seules fois où on n'a pas perdu. Inversement, quand on a été mené, on n'a jamais su revenir au score, donc on avait cette ambition-là, et donc je suis content de l'entame, le fait qu'on ait concrétisé. On ne s'attendait pas à avoir 25 occasions, il fallait qu'on soit solide tous ensemble, qu'on monte l'état d'esprit qu'on a montré ce soir.
Et donc au classement de cette poule A de National 2, vous allez voir les Herbiers qui glissent au 6e rang avec toujours ce match en retard, tandis que La Roche, qui n'a pas joué ce week-end, reste à égalité, 2e avec 42 points, égalité avec le leader bordelais. En National 3, beaucoup de matchs en retard se jouaient ce week-end. Les Sablés qui ont battu Chaland 2-1 et donc remontent au 7e rang, tandis que les Chalandais, eux, restent 4e. Fontenay s'est imposé 3-1 contre Saint-Philbert de Grandlieu et grimpe donc à la 5e place. Belle opération des Fontenaisiens. Et puis enfin, en haut de tableau, le Poiré qui s'est imposé 2-0 contre Panazol et reste 2e, tandis que la réserve de Nantes a battu Tours, donc le premier contre le 3e, ce qui fait que les Genoux restent 2e avec un point de retard sur les Nantais et 4 d'avance sur les Tourangeaux, mais vous le voyez, les Tourangeaux qui ont 2 matchs en retard. Parlons cyclisme à présent, messieurs, avec nos 2 invités du soir, notre chroniqueur Simon. Une première question toute simple. Comment se passent vos premiers pas, Stéphane, au sein de la structure Total Energy ? Bien, très bien. Je retrouve des valeurs qui me sont chères, donc on n'est pas très éloigné en fait en termes de vision et on travaille dur pour l'avenir, donc c'est plaisant en tout cas pour moi de me sentir dans cet environnement-là. Même vision, ça a été une évidence. Non, mais c'est une chance pour la Vendée. C'est une structure lourde, qui est exemplaire, qui représente plein de valeurs surtout. Et trouver des personnes comme Stéphane, le destin nous a fait qu'on s'est croisés et qu'il fallait que ça se fasse. Parce qu'aujourd'hui, mon héritage, il est basé sur les valeurs du travail, de l'éducation, enfin, tout ce que les Vendéens aiment. Hein. Nous, on ne croit pas au miracle, on croit qu'au travail, et puis de créer de l'émotion. Mes coureurs sont des coureurs exemplaires. Et la succession était compliquée. Aujourd'hui, Stéphane m'enlève souvent les mots de la bouche. Il a la même chose que moi. Il l'a fait dans sa région, la Bretagne. Il a remonté l'équipe Lotto en World Tour. Donc on a beaucoup de chance et mes coureurs le sentent et lui rendent bien. C'est sans doute le meilleur recrutement de l'équipe. Et comment ça s'est fait du coup ? Parce que c'était en fin d'année, l'officialisation ? On s'est croisés parce que Stéphane est un manager exemplaire. Moi, il connaît mes valeurs. On était toujours en phase. Et d'ailleurs, pour une anecdote, pour expliquer où on va, le sport de haut niveau ne va pas forcément dans le bon chemin. Stéphane, en tant que manager général, donc mon collègue, mon concurrent, était le seul qui m'appelait pour ne pas faire des surenchères débiles qui nous empêchent de payer les ouvriers, nous empêchent de payer les capitaines, nous empêchent de travailler ceux qui travaillent dans l'ombre. Parce qu'il faut bien en parler. Ceux qui font monter les prix, ce sont les agents. Donc Stéphane avait ce réflexe élégant. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre les valeurs du sport. Les valeurs du sport, c'est pendant la compétition. C'est pas en dehors de la compétition. Donc ceux qui créent pas de richesse, qui s'enrichissent, qu'ils aillent dans les affaires, mais qu'ils aillent pas dans le sport. Et j'aimerais avoir votre avis justement sur cette arrivée qui s'est fait un peu en imbroglio. Il y a eu l'officialisation via Ouest France. Avant, il y avait eu ce démenti. Comment ça s'est passé justement ces 2-3 semaines un petit peu compliquées ? C'était une chance. C'est une chance qu'il y ait une fuite. Il y a eu une fuite, c'était à peu près vrai. Sauf que nous, on avait programmé, puisque j'avais ma période de vacances, et j'avais proposé à Stéphane qu'on l'annonce le 14 janvier. Et cette fuite m'a coûté un voyage de mes vacances aller-retour pour présenter Stéphane. C'était la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de le faire encore plus tôt, puisque le stage était en décembre, alors qu'on avait prévu de le faire en janvier, au 2e. Donc Stéphane est arrivé au moment où il fallait. Donc comme quoi, quand les planètes sont alignées, le hasard fait jamais mal les choses. Donc, du coup, un petit mois en avance. Stéphane, quel est votre rôle du coup exactement dans la structure ? Vous êtes manager général, mais au jour le jour, comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a un gros chantier devant nous. Je dirais que c'est une histoire qu'il faut perdurer. Donc avec Jean-René, on est en totale complémentarité et je suis son soutien. Un soutien, je dirais, de toutes les équipes qui travaillent dur aussi pour l'avenir. Un deuxième temps, c'est le sportif. Pour l'instant, la priorité, c'est effectivement l'aspect économique et sponsor et la visibilité qu'on souhaite rapidement obtenir pour que justement les choses se poursuivent de la meilleure des façons. Donc au quotidien, c'est dès que je peux être sur le terrain pour voir les coureurs, parce que j'aime ça, j'ai besoin de cela pour sentir le staff, sentir les athlètes, savoir un petit peu quel soutien on peut leur apporter. Mais le reste de la semaine, c'est vrai que c'est les rendez-vous, l'enchaînement de rendez-vous, des réflexions, des journées de réunion et on avance avec le réseau qu'on peut partager.
Alors justement, vous parlez de la partie économique, parce que l'avenir Total Energy, la team Total Energy, on va le rappeler, qui va changer cette année, fin du sponsoring donc avec Total Energy à la fin de la saison. Où on en est aujourd'hui le 2 mars, justement, ce lundi 2 mars, dans la recherche de votre côté? On vend une belle histoire, on vend une très belle histoire. On essaie de, comme ceux qui m'ont éduqué, se projeter dans 10 ans, où sera le sport dans 10 ans. Donc avec Stéphane, on en parle beaucoup et il est totalement en phase avec... on vend uniquement la cohérence de notre projet, savoir si des gens, des entreprises se reconnaîtront dans ce projet. Ce ne sera pas une course à l'échalote, ce ne sera pas la fuite sur des... Nous, ce qu'on veut, c'est... Ou d'ailleurs, ce qu'on fait avec Stéphane, c'est qu'on vend ce qu'on a fait l'année passée. On ne vend pas ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc en réalité, le sponsoring devrait vivre avec une année d'avance et dire merci, on va continuer, on va augmenter le budget, certes, parfois, mais déjà, c'est déjà rentable. Alors que cette fuite avec les pays du Golfe, il faut dire la vérité, aujourd'hui, le marché n'existe pas. Le marché dans le sponsoring, il y a un marché, mais l'inflation est faite par les mécènes et les pays du Golfe. Donc quand ça sera du vrai sponsoring, je pense qu'on sera très heureux. Mais il faut que ce soit des vrais sponsors en face de nous. Et là, il y a un vrai marché. Et justement, Stéphane, vous avez pu l'apercevoir peut-être derrière moi. Si Camille, tu peux nous la mettre en grand, cette infographie avec les différents sponsors qu'a connu la structure. Donc on a Bouygues Télécom, Eurocard, Direct Energy, puis Total Energy. Quand vous regardez tous ces sponsors, Jean-René, quel regard vous portez sur ces 25 dernières années? J'ai surtout les images. Je pense à Walter, je pense évidemment à Thomas, je pense à Pierre Roland, à Sylvain Chavanel, qui a commencé avec nous aux plages vendéennes. Je m'en rappellerai toute ma vie, qui a voulu terminer chez nous, c'est une belle récompense. Sylvain m'a dit, je veux finir chez toi, puisque j'ai commencé chez toi. Et quand je vois le maillot Direct Energy, je lui dis, j'ai pas d'argent. Je dis, mais tu me donnes ce que tu veux, mais je finirai pas ailleurs que chez toi. Et puis le maillot Total Energy, qui est un joli maillot. Voilà, quelques damiers, mais bon, l'histoire va s'arrêter. Moi, j'ai un souvenir de 2010. Je me souviens du Tour de Vendée 2010 en octobre, où l'équipe était encore en recherche de partenaires. C'était vraiment la limite de la limite de la limite. Quelques jours après, Europcar arrivait. Aujourd'hui, est-ce qu'une telle situation peut se reproduire, ou est-ce que finalement, avec l'évolution justement du sport, la recherche aussi de coureurs de la part de certaines équipes très tôt dans la saison, est-ce qu'il faut absolument avoir un nouveau partenaire avant le départ du Tour de France, ou est-ce qu'on peut encore attendre un peu plus dans la saison? Stéphane, tu peux en parler, mais on est d'accord. Aujourd'hui, c'est plutôt possible. Mais en réalité, la SA Vendée, elle est solide. La structure, elle est solide. Le directeur de la performance est vendéen. Il a sous lui un adjoint qui publie ses études à l'université de Milan, un luxembourgeois, donc Maxime Robin, pilote le pôle performance. Donc la structure, elle existe. Les bus sont payés. On est des gens solides. Et si demain, par malheur, on devait attendre septembre, on ferait une belle équipe quand même, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même signaler que le cyclisme n'est pas très sérieux. Il y a quelques équipes en difficulté, je pense qu'il y a moyen. Mais nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de garder nos coureurs. Je pense à Fabien Grelier, qui a eu un accident grave, qui est notre capitaine, qui nous a permis de réussir une belle année 2024 au Tour de France, grâce à lui, qui a eu cet accident grave. Je pense à tout ça, c'est solide. Donc, il n'y a pas de délai. En réalité, le délai, c'est l'UCI qui va nous le fixer. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, avec Stéphane, il faut qu'au Tour de France, on annonce la bonne nouvelle. Et au-delà de l'équipe pro, on parlait de Fabien, qui est un Vendéen pur jus. C'est toute la filière aussi qu'il y a derrière qui est tirée vers le haut par l'équipe. On pense bien sûr à Vendée-U, le CREF aussi, toute cette pyramide qui a été construite au fil des années. Quand on pense au CREF, quand on pense au Vendée-U, ouais, ça fait drôle, ça nous donne de l'énergie. Stéphane vient de passer du temps avec le coordinateur, et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ces paroles qui sont des paroles d'éducateurs. Parce qu'en réalité, c'est compliqué, mais ils sont champions de leur coin. En réalité, ils gagnent des courses, certes, mais ils n'ont pas fini leur adolescence. Donc derrière, il y a une famille. Et je pense que moi, je suis très fier, donc je vais laisser finir Stéphane. Quand on rencontre la qualité des dirigeants du CREF et du Vendée-U, on peut être optimiste pour que le sport de demain, ce soit les valeurs des Vendéens. Oui, non, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, moi, ce que je trouve, c'est ce qui nous rassemble aussi, c'est cette notion de double projet, d'accompagnement d'athlètes, certes, mais surtout essayer de contribuer à leur évolution, leur développement en tant qu'hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire face à effectivement un jeunisme que
que nous avons connu dans d'autres sports avant, comme le football, mais c'est vrai que dans le vélo, ça devient quelque chose d'assez marqué. Le problème dans tout cela, c'est que fait-on? Parce que pour être à ce niveau-là, à 18, 19 ans, ça veut dire que les études, à un moment donné, elles vous poursuivent plus que l'inverse. Donc, quand tout va bien, mais on est face à des exceptions. Et là, on essaye de faire des généralités. Donc, il est important de garder raison et les pieds sur terre et d'aider justement à cette évolution et de ne pas et de briser un petit peu cette croyance que, sortie des juniors, si on n'est pas dans une équipe de développement ou voire même pas professionnelle, qu'une carrière est terminée. Pas du tout, au contraire, et on veut revendiquer cela à partir du moment où effectivement il y a des raisons pour lesquelles le coureur n'est pas encore en pleine possession de ses moyens parce qu'il souhaite avoir un bagage scolaire suffisant pour se construire aussi après. C'est un échange qu'on poursuivra juste après. Je vous propose qu'on fasse une petite parenthèse handball et on continuera la discussion juste après. 13e journée de 2e division féminine. La Roche qui recevait le Pouzin. Duel entre le 7e et le 6e. Un match important dans la course donc, au top 4 et donc forcément au play-off. La Roche qui restait sur 2 défaites et un match nul, tandis que le Pouzin arrivait avec 4 victoires consécutives. Et dès le début de la rencontre, vous le voyez, le scénario se dessine. Match très accroché avec 2 excellentes défenses et des gardiennes en très grande forme qui multiplient les arrêts décisifs à l'image de ces nombreux arrêts et notamment, vous allez le voir, le double arrêt réflexe de la gardienne lyonnaise Laetitia Sebou après ce penalty qui se jette et va sauver ce deuxième tir. En face, Sephora Jeanne-Louise livre elle aussi un énorme match et donc à la mi-temps on a un petit score, les deux équipes qui sont pas parvenues à se départager, 14 partout. Et au retour des vestiaires, le scénario reste identique. Globalement, les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Aucune des deux ne parvient à prendre l'avantage. Jamais plus de 2 buts d'écart entre ces deux équipes. Et que ce soit pour les Lyonnaises ou les visiteuses. Et les deux gardiennes bien aidées par leur défense qui compte à elles deux. 31 arrêts dans ce match, énorme. Et dans les dernières minutes, alors que le score est de 24 partout, on joue à 1 minute 30 de la fin. Et c'est Lélia Ouvrard qui va permettre aux Lyonnaises de prendre 2 buts d'avance sur cette action, suivi par un penalty de Manon Gravel. Un avantage qu'elles vont parvenir à conserver les Lyonnaises jusqu'au coup de sifflet final. Résultat 26-25 et explosion de joie du côté des joueuses de La Roche dans une superbe ambiance comme toujours. Une victoire qui fait beaucoup de bien. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match. C'était une victoire hyper importante parce que le Pouzin était sur une dynamique incroyable avec 4 matchs en défaite d'affilée. On voulait gagner parce que c'était important pour tout de suite se raccrocher au wagon de la 4e place parce que sinon on pouvait oublier les playoffs. Donc aujourd'hui on est de retour dans la course, maintenant on a 5 matchs, 5 finales à jouer. Je suis contente des filles parce que sur le jeu à 7 on a réussi à rivaliser, on a réussi à se projeter. En première mi-temps sur 14 buts, on a mis 9 buts sur grand espace et c'est ce qu'on attend à La Roche-sur-Yon et c'est ce qu'on attend de notre équipe. Donc en espérant qu'on ait enfin lâché ce frein à main et que l'autoroute des 5 prochains matchs se déroule comme il faut. Frustré parce que je pense qu'on livre un gros combat. J'ai pas tout en tête, mais en deuxième partie, je trouve qu'on est plutôt devant dans l'ensemble. Voilà, sauf qu'on n'arrive pas à creuser l'écart, sauf qu'on est qu'à +2, je crois pas qu'on fait le +3. Et on perd 1 ou 2 ballons et finalement ça se joue à pas grand chose, à des petits détails, à un ballon qu'on jette au pivot qu'on ne doit pas jouer et qu'on prend un but sans gardien. Sur l'ensemble du match, ça a été un match, un vrai spectacle. Un vrai match de D2, j'allais dire de haut de tableau, d'équipes qui prétendent justement à aller chercher cette 4e place. Bon, je pense que le match nul, il a arrêté bien, surtout pour nous. On a gagné contre le Pouzin du coup à l'aller et du coup on avait vraiment cette envie de reconfirmer aussi sur le match retour et pour gagner des points. Donc ce championnat est très très dense. Il y a des résultats qui se passent tous les week-ends qui sont parfois avantageux, parfois non. Donc ouais, c'est très très compliqué et aujourd'hui tous les points sont bons à prendre. Et donc au classement de cette 2e division féminine de handball, La Roche qui reste 7e avec cette victoire mais qui revient à 1 point de son adversaire du soir, le Pouzin, et à 4 de la 4e place, synonyme donc vous l'avez compris de qualification pour les playoffs.
On reste en handball, cette fois on va du côté de Pouzauges, 15e journée de National 2 masculine. Pouzauges qui recevait donc à son sport. Après un super début d'année 2026 et globalement une super saison, les joueurs de Steve Berger voulaient confirmer cette bonne dynamique. Et dès l'entame, les Béarnais se montrent efficaces, notamment grâce à Fabio Abadi. Mais les Vendéens répondent immédiatement et rentrent bien dans leur match. Après 10 minutes de jeu, Pouzauges mène d'une courte tête, 6-5. Asson reste au contact et au quart d'heure de jeu, les deux équipes sont à égalité. Mais avant la mi-temps, Pouzauges hausse le ton et creuse un premier écart. En face, les Béarnais s'accrochent et limitent les dégâts avant la pause, notamment ce super but du gardien. Les Vendéens qui regagnent les vestiaires avec 4 longueurs d'avance, 21-17. Ils ont presque fait le break, les Pouzaugés. Et donc... de retour sur le parquet après cette mi-temps, Asson tente de recoller au score, toujours emmené par Fabio Abadi. Mais les locaux gardent la maîtrise du match et creusent même l'écart qui va grimper jusqu'à 8 buts d'avance à 10 minutes de la fin du match, 36-28. Et cette fois, les Béarnais ne reviendront pas. Appliqués jusqu'au bout, les joueurs de Steve Berger s'imposent finalement 41-33. Un succès précieux qui permet à Pouzauges d'enchaîner avant le match de Coupe de France ce week-end. Écoutez, je vous propose d'écouter justement les réactions au micro de Thibaut Grasset. Je pense qu'on doit faire mieux en première mi-temps, bon, même si on met beaucoup de buts, mais on lâche des ballons qu'on prend en gamelle. Défensivement, c'est pareil, on n'est pas non plus exempt de tout reproche. En deuxième, c'est un peu mieux. Bon, on gagne de 8 buts, on va pas faire la fine bouche. Hein. C'est pas franchement la meilleure sortie de la saison. Maintenant, il faut savoir gagner ce genre de match, des fois sans être hyper bon. Donc ce soir, on récupère la deuxième place et dans 15 jours, on jouera les Tech à qui on vient de prendre la deuxième place. Et dans les places pour le podium, ce match va compter. Donc il faudra qu'on élève notre niveau de jeu par rapport à ce soir. La coupe la semaine prochaine, ça va être plaisir. Ça va être un match de travail. Et puis les matchs qui sont importants, c'est le Tech et Valma après, puis Limoges au mois d'avril. Donc la semaine prochaine, ça va être un beau match de travail. Il faut qu'on profite aussi parce que c'est une équipe de N1 Elite. C'est pas souvent qu'on a l'habitude d'en rencontrer. Et ça fait un gros rythme, mais les coachs et le staff, ils sont là aussi pour nous permettre de se reposer. On coupe un petit peu plus en semaine de match extérieur. Donc ils sont là, ils comprennent aussi et du coup ça le fait. On s'attendait à un gros combat, on sait que c'est une des grosses cylindrées de la poule, hein, donc ça là-dessus il y a zéro surprise. Nous il faut savoir ce que pas grand monde ne savait ici avant qu'on vienne jouer ici, c'est qu'on a 9 absents. On a 4 joueurs qui ont les croisés pétés depuis le début de l'année, donc forcément, on fait beaucoup de matchs à l'extérieur avec une équipe très amoindrie, on va dire en quantité. Nous, en fait, on sait qu'on joue le maintien. Ça va se jouer sur 2-3 matchs en particulier contre nos adversaires directs, mais on s'est promis de rien lâcher jusqu'à la fin, même quand on va chez un gros de la poule. Et donc, au classement de cette poule de National 2, vous allez le voir, Pouzauges qui fait honneur à ce statut en prenant la deuxième place. Les Pouzaugés, qui vous l'avez entendu, ont une belle rencontre ce week-end. 8e de finale de Coupe de France contre Saint-Cyr, club de National 1 Élite, donc une division au-dessus. Et Pouzauges qui va tenter d'aller chercher, pourquoi pas, cette première place. Revenons au cyclisme, messieurs. Revenons au vélo. Je vous propose cette fois de parler un peu plus du côté sportif avec cette nouvelle saison qui a plutôt bien démarré, Simon. Oui, effectivement, une saison qui démarre plutôt bien. Le hand, c'est du sport. Ça, c'est du sport. sport. C'est du sport. Ça, on se régale, hein, franchement. Ça, je suis admiratif. Et en tout cas, tous les sports sont beaux à regarder, surtout quand c'est Paul qui suit l'actualité sportive. On le disait, donc une saison qui a plutôt bien démarré avec une victoire, 3 podiums, 6 top 10 sans compter donc les différents podiums. Votre regard en quelques mots simplement sur ce début de saison, je me tourne plutôt vers Stéphane. Ça a été un départ, je dirais, oui, plutôt intéressant. Une très bonne entame samedi des classiques. Avec une 8e place de Tony Turgis. Et c'est vrai que la victoire de Jason fait aussi beaucoup de bien au groupe parce qu'on n'a pas été épargné par les nombreuses blessures ou différentes maladies. Donc tout ça donne du baume au cœur à tout le monde et on est récompensé un petit peu d'une certaine façon. Un petit mot justement sur les blessés. Lorenzo Manzin a été victime d'une chute assez importante à la classique VAR. Fabien Grelier, on l'a vu en début de saison, a eu une très grosse chute en descente. On a eu très très peur pour lui. Et puis Jordan Gégat aussi, avec toujours cette douleur au genou. Quelles sont un petit peu justement les nouvelles de ces 3 coureurs ?
Je dirais que tout va dans le meilleur des sens. C'est vrai que c'est un petit peu plus long pour Fabien parce que c'est vrai que c'était une blessure compliquée. Jordan a désormais un entraînement, je dirais, normal pour un athlète de haut niveau. Lorenzo, effectivement, a eu une commotion cérébrale, donc ça demande un protocole de revalidation, mais on va dire que c'était pas non plus hyper important. Donc il va rapidement reprendre aussi le chemin de la compétition. Thibaut Garnalec devrait retrouver, je dirais, la compétition à la fin du mois. Donc tout ça fait que c'est plutôt l'infirmerie se désemplit et c'est très bien. Un mot sur, on n'a pas des résultats donc, de l'équipe pro, mais un mot aussi sur le Vendée-U. On en parlait avant de prendre le direct, ça encourage lorsqu'on voit les résultats du Vendée-U en ce début de saison. Des victoires à l'Essor-Basque au circuit des plages vendéennes, carton plein aussi ce week-end à la fois en Bretagne et aussi en Loire-Atlantique sur la vallée de la Loire. Ça vous motive aussi, j'ai envie de dire, dans la préparation de la suite? Forcément, puis là on n'est pas forcément très surpris des résultats parce qu'on sait qu'on a un gros cru cette année, mais c'est vrai que de voir se concrétiser sur le terrain c'est encore mieux, donc ils sont présents et c'est toute la philosophie de la structure de Vendée Cyclisme. C'est vrai qu'on construit, on développe, on détecte des talents et l'important pour nous c'est effectivement de pouvoir les amener au meilleur des niveaux pour que justement ils puissent vivre leur rêve et puis continuer l'histoire avec nous. Et puis en parlant de talent, vous avez vu à l'image Émilien Jagnard, qui est lui qui a fait toutes ses classes, qui a fait le CREF, qui a fait ensuite Vendée-U, maintenant Total Énergie. Le Vélo Club des Herbiers. Vélo Club des Herbiers. Et puis un petit mot aussi sur les recrues qu'il y a eu cette saison, notamment Théo Lévesque, qui était au Vendée-U, les 5 recrues cette année. Oui, Théo Lévesque était champion de France l'an passé à la maison, aux Herbiers. C'est forcément un moment particulier à vivre. Geoffroy Bouchard aussi, qui a rejoint l'équipe cet hiver, cours d'expérience. Excellent grimpeur, il n'a plus à le prouver. On imagine que sa venue, peut-être aussi, est une manière de pouvoir aussi accompagner Jordan Jegat sur des courses par étapes un peu plus importantes. Ouais, du coup, les objectifs de Jordan ont été un peu plus reportés, mais c'est vrai qu'on a forcément le mois de juillet en ligne de mire. Et effectivement, un coureur comme Geoffroy Bouchard peut être un superbe support. Pour l'instant, on est encore un petit peu loin de tout critère de sélection, mais c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. L'important est que chacun puisse progresser et toucher son meilleur niveau quand le temps sera venu. Alors on le voit, le Vendée-U se porte bien d'un point de vue sportif, les teams Total Energy se portent aussi plutôt bien d'un point de vue sportif, ça donne envie. Je voulais aussi avoir votre vision à tous les deux sur l'évolution du cyclisme. On a vu le vélo qui a beaucoup changé ces dernières années. Alors on a parlé de la course au budget pour les grosses formations un petit peu tout à l'heure. Le jeunisme, on l'a aussi évoqué. On a la sensation d'avoir un sport aujourd'hui où il n'y a plus vraiment de certitude. Comment vous vivez toutes ces évolutions, à la fois cette course au budget, les recrutements de plus en plus tôt des coureurs avec des coureurs qui parfois sont contraints d'arrêter à 24, 25 ou 26 ans. Même avant, non, ce qui est important. Mais la phrase qu'on utilise, c'est on courbe l'échine. On sait que le tour sera toujours le tour. On sait qu'il y a une course à l'échalote. On sait qu'il y a des équipes qui sont en difficulté. Nous, on ne veut pas vendre notre âme. On a vendu, on est transparent sur les budgets. On ne cherche pas à rentrer dans le top 4 comme certains pour être 5e équipe mondiale. On veut créer de l'émotion, de l'éducation. Les coureurs ont 2 objectifs chez nous, c'est créer des vocations et créer une émulation autour d'eux. Rayonner. Nous, avec Stéphane, on doit être crédible et attractif. Travailler sur l'attractivité. Donc aujourd'hui, si c'est de la consommation, moi j'ai aucun problème pour disparaître. Parce qu'aujourd'hui, on consomme. Il y a quand même 14 coureurs français de 22 ans qui sont ex-pro. Alors tous les gamins qui ont des agents dans les grandes courses comme hier, il y a un jeune Vendéen qui a été approché par une équipe étrangère. Il faut qu'on s'occupe de l'éducation, il faut qu'on connaisse les parents. Il faut savoir que si le projet leur convient, et à la limite, s'ils ne nous méritent pas, qu'ils y aillent. Mais on va plutôt inverser la tendance, on leur dit, vous ne nous méritez pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut annoncer, chez nous, tous les coureurs qui se sont plantés, et tous ceux qui accomplissent. Le plus bel objectif de la vie, c'est d'accomplir ses rêves. Et la plus grande richesse, vous savez ce que c'est ? C'est de choisir sa fin de carrière. Ça, c'est la plus grande richesse. Alors tout le reste... C'est pas très compliqué avec les réseaux sociaux, avec l'informatique. On va vous trouver toute la liste de ceux qui ont voulu gagner du temps. Alors, si un junior aujourd'hui a besoin d'un contrat pro pour dire qu'il va y arriver, déjà, il ne nous intéresse pas. Il ne nous intéresse même pas. Stéphane est d'accord avec moi. Alors, ce qui se passe avec le Vendée-U, avec le CREF, avec le talent, ils ont fait une bonne entame aussi en Belgique, le CREF. Est-ce qu'ils nous méritent ? Donc, nous, on fera notre travail, on n'ira pas au-delà.
et on va garder. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Vendée U, pourquoi ça marche? Parce qu'on a une réputation. Et puis ce qui est important pour moi et pour Stéphane, c'est que derrière, il y a une maman et un papa. Est-ce que notre enfant, on le laisse entre bonnes mains? Est-ce qu'il va finir son adolescence entre bonnes mains? Ça a quel prix, ça? Alors, je suis vendéen jusqu'au bout, et il faut qu'on marque les esprits en disant le sport fait les hommes. Le sport permet à ce que la société soit meilleure. On n'est pas là pour les consommer. Alors, je ne sais pas où est le plaisir. Moi, je suis heureux de ma vie. Je préfère la mienne à celle de Johan Brunel, par exemple. Je préfère la mienne à Stéphane, je pense qu'il va dire pareil sur Bianneris, préfère être à la sienne. Alors, voilà, qu'ils soient riches d'accomplir des rêves, tous ces coureurs. Cette course à l'échalote, justement, comme tu le dis, Jean-René, est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? Mais on a l'impression qu'on est toujours dans la recherche. On est en France, on va parler de la Ligue, on va parler de la Fédération. Il y a l'URSSAF. Moi, je suis content de payer des impôts. Je suis content qu'il y ait des charges. Il faut que ça soit bien réparti. Il faut que nos hommes politiques prennent à corps ce problème. Le sport de haut niveau, on paye des charges, on paye tout. On est bien handicapé. Mais c'est la vie, parce qu'on est heureux en France. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier. Putain, que la France est belle, bon sang. Qu'elle est belle. Alors ceux qui ne sont pas d'accord s'en aillent de la France. Mais aujourd'hui, on est content de payer des impôts, et aujourd'hui, le sport devrait inculquer ces valeurs profondes de bien se nourrir, d'être en bonne santé. Le sport doit permettre aux gens d'être meilleurs. Alors le sport de haut niveau, ça doit être que ça. Donc, Stéphane est d'accord, n'est-ce pas? Non, mais je bois du petit lait dans le sens où, effectivement, oui, ça fait partie de la compétition, cette inflation. Maintenant, elle est un petit peu tronquée parce qu'on a une moyenne des budgets du World Tour qui prend c'est plusieurs, je ne veux pas dire de dizaines de millions, mais c'est une bonne dizaine de millions en 2 ou 3 ans, la moyenne, mais qui est simplement impactée par 4, 5, 6 équipes, ce qui veut dire que le reste du monde connaît les mêmes difficultés. Nous, on n'a pas cette capacité ni cette revendication d'acheter ou de signer un coureur du top 10 mondial, par exemple. Par contre, on a l'ambition et la conviction que nous sommes capables de détecter, de le développer pour qu'il rentre dans ce top 10 mondial. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ce qu'on vendra à des sponsors futurs. Permettez-nous de garder nos pépites qu'on va fabriquer avec vous. C'est un peu ça avec Stéphane, ce qu'on se dit. Nous, le budget, c'est d'exister l'an prochain pour aller détecter le talent de demain. Et si on le trouve, que ce sponsor qui doit nous aimer nous permette de grandir avec avec l'art et la manière. En gros, sinon on achète. Il faut de l'argent et on achète. Puis après, il y a une clavicule, il y a un bassin, il y a une histoire. Tout le monde pleure, il y a une tension. Moi, je préfère vendre ce que j'ai fait l'an passé. Et donc aujourd'hui, ces agents, c'est pas ceux que je préfère dans la vie. Ces gens-là, je les aime pas. Mais ces agents qui font monter les prix au détriment de pouvoir qu'on ait les moyens de payer les équipiers qui n'ont pas la gloire, les résultats, qui n'ont pas cet argent, mais qui sont aussi pères de famille, comme le leader. Alors, ils n'ont pas compris ce qu'était le sport. On évoque justement d'ailleurs régulièrement dans les médias, chez des coureurs, la création d'un budget cap, d'un budget limite pour les équipes ou de salary cap. Est-ce que ça peut être, entre guillemets, une piste de solution pour dire, voilà, on répartit un petit peu mieux les choses entre tout le monde, ou est-ce que finalement c'est juste une prise de conscience à avoir pour l'ensemble des acteurs? Nous, on fonctionne en pyramide. Quand Sagan nous a rejoints, il a fait les 4 jours de Dunkerque, il a fait le Tour de Vendée. Et aujourd'hui, il n'y a pas une star qui fait... Parce que la star, elle passe 3 mois en altitude, donc elle ne peut pas courir pour manger le gâteau. Et aujourd'hui, c'est tout ça qui est en jeu. Si demain, les organisateurs sont heureux, vous êtes bien placés pour en parler, bah, tout ira bien. Donc nous, on veut vivre dans ce monde-là, un monde qui aille bien, puis qu'on trouve notre place. Eux, l'escalade, c'est les points, c'est le podium du Tour, mais j'ai un scoop, il n'y aura qu'un vainqueur du Tour. Il y aura plein de déçus. Alors nous, on trouve notre place avec l'obsession du collectif, et puis être aimé, parce que pourquoi l'équipe est populaire? C'est parce qu'on est des gens vrais, tout simplement, des vraies personnes, comme Stéphane, dans sa région, il rayonne, chez moi en Vendée, tout simplement. On va vendre ça. Un mot aussi sur les anciens coureurs, justement, dans cette recherche de partenaires. J'avais une pensée, par exemple, pour Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel, Péric Quémeneur, d'autres qui sont restés aussi dans le département. Est-ce que, justement, vous ont envoyé des messages pour vous demander où vous en étiez, pour vous dire on a envie aussi de vous aider, de vous accompagner, parce qu'on a vécu de belles choses au sein de l'équipe, on n'a pas envie, justement, de voir la page s'arrêter? Non, Thomas restera profondément dans notre cœur, hein. Il a eu la proposition de me succéder, il ne l'a pas voulu, mais c'est quelqu'un que j'aime énormément. On n'oubliera jamais. D'ailleurs, dans le manoir, il y a une salle qui s'appelle la salle Thomas Vauclair, en haut,
Non, Périg a une belle reconversion avec une belle entreprise vendéenne et Véranda Rideau. Non, mais ils ont marqué leur passage dans la SA avec la propreté et puis l'envie de se surpasser. Ils se sont surpassés. Mais quand Thomas a réussi, il y avait toujours une petite patte made in Vendée. C'était quand même un collectif derrière, un équipier sacrifié ou deux parfois. Et ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai qu'on rêve de le réaliser encore. Et c'est vrai qu'on va gagner sur le Tour. Ça, c'est une certitude. Mais j'espère que cette victoire future, elle sera l'œuvre de l'équipe plutôt qu'un phénomène seul. Merci beaucoup, messieurs. On a encore un petit peu d'émission, on a encore 3-4 minutes si vous voulez. Stéphane a sans doute plein de choses à dire, puisque moi, si je suis là aujourd'hui, c'est avec Stéphane, j'ai un vrai projet, c'est d'élargir la pyramide en Vendée, parce qu'à l'origine, comme je suis un peu... Voilà, j'ai la chance d'aller au bout de mes idées, on ne m'écoute pas à Paris, donc mon principe, c'est de le faire pour être copié après. Donc le prochain projet, je ne l'annoncerai pas ce soir, mais il est très vendéen et ça sera axé sur la jeunesse. On a hâte de le savoir, pas ce soir, mais on a hâte de le savoir. Un petit tour d'horizon des résultats avant de conclure cette émission de nos équipes vendéennes, justement, avec en hockey sur glace, le Ogli, le hockey sur glace lyonnais qui débutait les playoffs. Je vous le rappelle, qui sont en 8e de finale. C'est 3 matchs par étape, donc en 8e, en quart, en demi et jusqu'en finale. Et le Ogli qui s'est imposé donc 6-1 à Mulhouse. Et les 2 prochaines manches se joueront ce week-end à la patinoire Arago. Henri Coquet, la Vendéenne, qui a fait match nul ou 2 partout contre Coutras, qui remonte donc à la 2e place, tandis que le Poiret, vous le voyez, reste bloqué à la 6e place parce qu'ils n'ont pas joué ce week-end. Ils comptent désormais 2 matchs en retard. Et puis en rugby également, en Fédéral 2, les Sablés qui se sont imposés 36-16 contre Villeneuve-sur-Lot, les derniers, tandis que le FCY, les Lyonnais se sont inclinés, eux, 21-17 contre Surgères. Et au classement, vous le voyez, les 2 équipes qui sont 7e et 8e. Et puis un petit mot à présent de trail, avec le trail des Pays de Mont. C'était l'événement qui a enregistré ce week-end une participation record. 3500 participants étaient là. Je vous propose d'écouter les organisateurs. Il y a un véritable succès avec la course à pied en général. Et c'est vrai que Saint-Jean-de-Mont-Triathlon est renommé aussi pour la qualité de ses épreuves. On a rempli très vite. On avait sur le week-end environ 3500 participants. Donc pour nous, c'est un record. On était à 2007-2008. On arrive vraiment à une très très belle capacité. On a fait des départs avec 1000 participants. Il y a eu des très bons chronos, notamment sur le 14 km où ça a couru vraiment très très vite. Le 53 également, donc on a des bons chronos. Bon, je pense que les conditions climatiques étaient bonnes aussi, pas trop de vent sur la plage. Donc ça favorise aussi les temps. Et les coureurs ont vraiment apprécié en fait le fait de parcours dans ce sens-là par rapport à l'année dernière. Et c'est vrai qu'ils ont pu découvrir des beaux points de vue aussi, notamment sur 53, où on va courir comme jusqu'au pied du pont de Noirmoutier. On a eu presque 3500 inscrits sur les 2 jours. Donc voilà, on avait deux départs aujourd'hui avec 1000 participants. Les retours sont super bien apparemment. Le balisage était très bien, les parcours étaient très bien. On n'a pas eu d'embouteillage. Donc pour le moment, tout est super. Et puis un dernier mot, Jean-René, vous aviez un dernier mot à ajouter, il nous reste 1 minute 30 d'émission. Juste 10 secondes, il y a un club des partenaires en Vendée, il y a des entreprises vendéennes qui nous aiment bien, et ils sont les bienvenus aux Essarts pour des séminaires ou même avoir une belle étape du Tour avec quelques clients. Ça marche très fort. Donc rendez-vous dans le plus grand stade du monde, le Tour de France, avec des belles entreprises vendéennes. En club des partenaires, ça serait génial. Et ben le message est passé. Je vous propose qu'on clôture cette émission avec ce week-end. Il y avait le tournoi de racquethlon à La Roche-sur-Yon, plus de 130 participants. Et c'est Jocelyn Gadet qui a remporté, qui s'est imposé au bout du suspense lors de ce tournoi. Et côté femmes, c'est Véronique Hérault qui s'est imposée. Je vous propose qu'on écoute justement Jocelyn Gadet. C'était notre entretien sport de la semaine. Et on a surtout une volonté de développement forte cette année, puisqu'on va homologuer tous les tournois multi-raquettes. Donc on sera partenaire sur chaque tournoi. Il y a beaucoup de tournois 3 raquettes, 4 raquettes qui existent, pas forcément avec nos 4 sports, tennis de table, badminton, squash et tennis. On a le padel qui est très développé en France, on a le pickleball, notamment à La Roche-sur-Yon, où il y a le club du racquethlon lyonnais qui propose le pickleball avec de plus en plus d'adhérents. Et donc ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure communication et d'attirer plus grand nombre de joueurs. Et cet entretien qui est bien sûr à retrouver sur tvvendée.fr. C'est l'heure de conclure cette émission. Messieurs, Jean-René, on aurait pu vous écouter parler des heures, mais il faut conclure, on doit rendre l'antenne. Merci Simon, merci d'être venu en plateau. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve lundi prochain.